Toujours dans le cadre des méthodes d'analyse, après avoir développé la méthode historique dans le premier paragraphe de cette section, on passe à la deuxième méthode et au deuxième paragraphe, la méthode comparative. La méthode comparative, comme la méthode historique, s'inscrivent les deux dans le cadre des méthodes d'analyse développées par les chercheurs dans le domaine de la connaissance scientifique et de la production de la connaissance scientifique pour pouvoir comprendre la réalité observable. Comme son nom l'indique, la méthode comparative donc vient du verbe comparer, ce qui signifie que la comparaison porte sur une relation entre au moins deux éléments, c'est-à-dire il faut comparer au moins deux éléments. La méthode comparative donc consiste à comparer deux phénomènes ou deux faits ou deux objets. Et c'est une approche qu'on trouve dans le champ de la connaissance scientifique dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il concerne les sciences sociales comme il concerne les sciences naturelles. On peut donc comparer deux objets, de matières, on peut comparer deux animaux, on peut comparer deux plantes, comme on peut comparer entre deux sociétés ou deux groupes d'individus ou entre des entreprises ou autre chose. Donc la comparaison consiste à mettre en rapport au moins deux éléments. La comparaison a pour objectif de dégager ce qu'on appelle les éléments de ressemblance et les éléments de dissemblance entre ces deux éléments objets de comparaison, ou ce qu'on appelle les éléments de convergence et les éléments de divergence. Et comme il a été signalé par Madeleine Gravitz, cette méthode vaut sur le plan scientifique ce que valent les types qu'il compare. La comparaison n'aura de l'intérêt que s'il correspond à ce que la réalité a de plus significatif. C'est-à-dire que la méthode comparative doit refléter la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que le chercheur qui s'adonne à la méthode comparative doit être neutre, c'est-à-dire conserver un grand degré ou un certain degré de neutralité en ce qui concerne la comparaison de deux éléments. Cette méthode comparative, en fait, est une méthode qui est très ancienne, comme la méthode historique, comme d'autres méthodes en général. Il a été utilisé dans le cadre de la civilisation grecque par Aristote en ce qui concerne l'étude des constitutions des cités de la Grèce antique. Il a essayé de comparer entre presque 150 constitutions des cités donc qui constituent la Grèce antique, et il a essayé de dégager donc les éléments de ressemblance et de dissemblance entre les cités qui sont considérées comme des cités démocratiques qui relèvent de l'influence d'Athènes et des cités qui sont oligarchiques qui relèvent de la cité de Sparte, les deux cités donc qui se disputent le pouvoir d'influence dans la Grèce antique. Cette méthode comparative, c'est-à-dire il a continué à structurer l'arsenal méthodologique développé par les chercheurs pour produire la connaissance scientifique et pour donc comprendre la réalité observable. On peut donc la constater au niveau c'est-à-dire de plusieurs domaines qui concernent, comme je viens de le signaler, le champ des sciences sociales comme le champ des sciences
naturelles. Et on peut donner comme exemple ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie du coronavirus. On peut donc à ce niveau comparer entre les politiques poursuivies par exemple par le gouvernement marocain ou les politiques poursuivies par le gouvernement algérien ou le gouvernement français ou espagnol ou autre. En ce qui concerne donc la lutte contre cette pandémie, on peut constater par exemple les éléments donc de divergence, de convergence en ce qui concerne l'action gouvernementale pour faire face à cette pandémie. Par exemple, les politiques de confinement, les politiques de vaccination, les politiques d'information, etc., de communication. Toutes ces politiques peuvent être objet de comparaison entre les deux pays, par exemple le Maroc, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, etc. Et donc, dans le sens de dégager, comme ce qu'on vient de le signaler, les éléments de convergence, les éléments de divergence. La comparaison, ce n'est pas uniquement comparer pour comparer, c'est pour voir, par exemple, le côté positif, le côté négatif, les failles, là où il y a les failles, là où il y a la différence entre les deux actions politiques menées par les deux gouvernements, etc. On peut par exemple comparer entre deux entreprises au niveau de la qualité, au niveau de la productivité, au niveau de la rentabilité, au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire on peut traiter plusieurs questions, plusieurs objets donc au niveau de la méthode comparative. Et dans le cadre du droit, on peut prendre des exemples, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle le droit comparatif, comparer entre le droit marocain, le droit français, par exemple, au niveau de la lutte contre la criminalité, ou au niveau de l'asile politique, l'octroi de l'asile politique, au niveau de la gestion de la migration, etc. Donc, la méthode comparative, elle est, c'est-à-dire d'une grande importance pour le chercheur, pour l'étudiant, pour comprendre la réalité observable. Voici donc ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne donc la méthode comparative. On passe à la dernière méthode, c'est la méthode dialectique. La méthode dialectique, comme donc son nom l'indique, dialectique vient de dialectiquer. Dialectique qui signifie discussion, dia à travers et legain qui signifie parler. La dialectique a pour objectif ou a pour objet plutôt de mettre en relation au moins deux éléments dans le cadre d'une relation donc d'opposition, ce qu'on appelle opposition entre deux éléments différents. La dialectique a pour objet de développer une idée, c'est-à-dire pour le chercheur, sur une thèse sur la base d'un ensemble d'indicateurs, d'indices qui vont lui permettre de défendre, c'est-à-dire cette thèse. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle un raisonnement dialectique qui consiste à démontrer, qui consiste à convaincre par exemple l'interlocuteur ou le lecteur en ce qui concerne une thèse. Mais cette thèse, c'est-à-dire peut être réfutée par un autre, c'est-à-dire un autre chercheur ou par quelqu'un d'autre sur la base de ce qu'on appelle une antithèse. Et donc cette antithèse aussi, elle repose sur des indices, des indicateurs qui permettent à l'adversaire de réfuter la thèse et de minimiser la thèse. Mais dans le cadre, c'est-à-dire de la recherche, etc., le chercheur peut développer, outre la thèse, il peut aussi développer l'antithèse, comme il peut donc s'en sortir avec une antithèse dans laquelle il peut, c'est-à-dire ouvrir le débat avec d'autres questions concernant telle ou telle question objet de débat.
La dialectique, comme son nom l'indique, signifie lire à travers. Lire à travers. Il s'agit donc de repérer ce qu'on appelle les contradictions des notions. Dans cette approche, il s'agit donc de saisir le tissu de signification d'une notion en cherchant les contradictions. C'est ainsi que le chercheur, c'est-à-dire qui agit de cette manière, a pour objectif de mettre, c'est-à-dire de mettre en relief cette opposition entre les deux objets ou les deux faits ou objets d'affrontement dans le cadre donc de sa recherche scientifique. La dialectique trouve ses origines dans les travaux des philosophes grecs, et on peut même affirmer que la dialectique, c'est une dialectique pré-socratique. C'est une dialectique qui a été développée avant Socrate lui-même. Et par la suite, il a été développé par Socrate, il a été développé par son disciple Platon, puis par Aristote, etc. Tous ces philosophes, ils ont donc essayé de développer une thèse et de l'affronter à une autre thèse dans le cadre de l'antithèse, et par la suite s'en sortir avec des synthèses. Mais la dialectique dans le cadre de la pensée européenne a été développée beaucoup plus par le grand philosophe allemand Hegel, dans le cadre du rapport entre la matière et l'esprit. Hegel, comme peut-être vous l'avez rencontré quelque part, et il donne la priorité à l'esprit au détriment de la matière, donc dans le cadre d'une relation dialectique. Mais l'autre philosophe allemand qui a été le disciple d'ailleurs de Hegel, qui a beaucoup plus développé la dialectique, c'est-à-dire dans les temps contemporains, il s'agit de Karl Marx. Karl Marx, il a renversé la dialectique hegelienne. Il a carrément renversé la dialectique hegelienne en donnant la priorité à la matière au détriment de l'esprit. Et par la suite, il a développé ce qu'on appelle le matérialisme dialectique, comme il a développé ce qu'on appelle le matérialisme historique. Cette méthode dialectique, elle est très utile donc dans le cadre des sciences sociales comme dans le cadre des sciences naturelles, et ce dans la mesure où elle permet donc aux chercheurs, dans le cadre d'une opposition, de dégager les contradictions, les éléments donc de contradiction entre une thèse et une antithèse, et par la suite de défendre c'est-à-dire la thèse qu'elle défend sur la base d'arguments et en agissant grâce à ce qu'on appelle le procédé de la démonstration.